Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la télévision BF1. Ce soir, 6 sujets majeurs pour le Burkina Faso sont en discussion. Transparence et redevabilité, questions minières, sécurité humaine, santé, foncier, questions institutionnelles. Dans tous ces domaines, un travail de suivi citoyen des politiques publiques est abattu par des OSC réunis au sein d'un cadre, la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Pour en parler, je reçois pour vous des invités, tous issus de la CODEL. Premier invité à ma droite, Souleymane Ouedraogo du Balai citoyen. À la CODEL, il représente le groupe Transparence et Redevabilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Ouedraogo. Merci, bonsoir. Merci. En face de M. Ouedraogo, nous avons Madame Lydie Zanga, secrétaire exécutive de la CODEL. Merci, Madame, de nous rejoindre. Merci. À l'extrême droite, nous avons Mounira Lougué du SEMFILM. Elle va nous parler de la thématique liée à la sécurité humaine. Madame, merci d'honorer cette invitation. Merci à vous, bonsoir. Merci. En face, il y a Madame Mariam Leoun du GERDES Burkina. Elle s'intéresse au transfert des compétences et des ressources aux communes dans le domaine de la santé. C'est bien ça, madame? Exactement. Merci à vous également. Merci. Au milieu, à ma droite, nous avons Rachida Sambaré du réseau Afrique Jeunesse, qui représente le groupe en charge des questions minières. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci. En face d'elle, il y a Siriki Nao de l'association Jeunesse Espoir d'Afrique. Il va parler des questions institutionnelles. Merci bien, c'est bien ça. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être sur ce plateau. Première question à Madame Zanga. De par sa définition, la CODEL ne fait pas forcément penser à toutes ces thématiques citées. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ok, merci pour la question. Donc la CODEL, comme vous dites, c'est la Convention des organisations pour l'observation domestique des élections. Et donc il y a forcément élection dans le nom, donc ça fait penser à on travaille uniquement dans le domaine des élections. Exactement. Mais au niveau de la CODEL, après le travail de 2015, on s'est dit, après les élections, tout n'est pas fini. Il y a des compétences qui ont été renforcées, une synergie qui a été créée entre plusieurs organisations de la société civile. Et ce serait dommage de perdre donc toutes ces compétences et toute cette expérience de travailler ensemble pour quelque chose. Donc la CODEL s'est pérennisée et maintenant travaille sur le suivi citoyen de politique publique. Mais quand les élections viendront, la CODEL continuera son champ de bataille premier. On imagine donc que c'est un bilan reluisant en 5 ans. En 5 ans, c'est un bilan intéressant, je peux dire, parce que la CODEL, vous vous souvenez, a été créée en 2015 pour mutualiser des initiatives de plusieurs organisations en vue d'observer les élections qui arrivaient, des élections assez historiques avec des enjeux importants, parce qu'on venait de sortir d'une insurrection, d'une période de transition un peu chaotique. Sensible, la situation était sensible. Voilà, oui. La situation était sensible. Donc, plusieurs partenaires ont mis de l'argent mis la main de la poche pour accompagner les organisations de la société civile pour faire cette observation domestique. Vous vous souvenez que 2015, en tout cas, on peut dire que modestement, la CODEL a contribué à crédibiliser le processus et à ce que les résultats soient acceptés et que le processus se fasse de façon pacifique. Elle a poursuivi aussi au niveau des municipales. Ça s'est un peu moins bien passé parce qu'il y a eu beaucoup de violence quand même au niveau des municipales. Mais c'était l'expérience que la CODEL a pu apporter en 2015. Donc, on peut dire que le bilan est intéressant. D'accord. Ouais. Ok, venons-en maintenant à la formation de ces 6 thématiques. L'initiative répond à quel besoin, Madame Zanga? Ok, l'initiative, ce qui nous rejoint aujourd'hui, c'est le groupe de plaidoyer de la CODEL, comme vous l'avez annoncé. C'est des groupes thématiques qui ont été installés, qui sont composés des associations membres de la CODEL. Donc, il y en a 6 et chaque groupe a un chef de file qui est une association membre de la CODEL. Le besoin, c'est travailler ensemble en synergie sur des problématiques majeures de notre pays et mutualiser les initiatives. C'est pour ça que les organisations se sont mises ensemble pour regarder plusieurs questions. Certainement, quand les groupes se parleront, les groupes diront pourquoi cette thématique-là a été choisie. Mais ça, vous verrez que ça regroupe des questions cruciales pour notre pays. Donc on s'est dit, mettons-nous ensemble, choisissons un sujet de plaidoyer qui sera porté par un groupe d'associations et on pourra engranger quelques résultats
du fait de la synergie. D'accord. Ce soir, la première thématique qui sera abordée est relative, bien entendu, à la transparence et à la redevabilité. Monsieur Souleymane Ouedraogo du Balai Citoyen est en charge de ce dossier. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, ce qui a été fait, je m'exprime là au nom de tous les membres du groupe de plaidoyer. Évidemment. Parce qu'il y a le Balai Citoyen, il y a le GERDES, il y a l'association des blogueurs, l'association des femmes juristes, il y a le centre national, enfin, le centre de presse Norbert Zongo. Voilà, un certain nombre d'associations qui sont coalisées au sein de ce groupe-là pour aborder cette thématique redevabilité, transparence. Eh bien, c'est une thématique extrêmement intéressante et importante parce que la démocratie, pour qu'elle s'exerce véritablement, il faut qu'il y ait une certaine ouverture pour le citoyen afin que les dirigeants puissent rendre compte des actions qu'ils posent et aussi à ce qu'il y ait une certaine transparence qui permette aux citoyens d'agir, de pouvoir influencer les politiques au moment où elles sont élaborées, au moment où elles sont mises en œuvre et bien sûr au moment où on fait le bilan. Et donc le groupe a décidé d'aborder dans le cadre donc, de la thématique transparence, redevabilité, le sujet de la transparence relative à la gestion foncière. Et c'est dans ce sens-là que aller regarder de près comment est-ce que les mécanismes sont mis en place pour assurer cette transparence-là. Donc on allait regarder dans la loi foncière de 2012 et on s'est rendu compte qu'il y a un mécanisme qui était prévu, système d'information foncière. Et depuis que la loi est votée en 2012, ce mécanisme-là n'a pas été rendu opérationnel. Donc on s'est dit au niveau du groupe, et on a pris la CODEL à témoin qu'il fallait qu'on fasse un plaidoyer pour qu'effectivement cet outil extrêmement important pour la gestion transparente du foncier puisse voir le jour, puisse être opérationnel. Et c'est dans ce sens que nous avons élaboré une stratégie de plaidoyer que finalement, ça a abouti à une audience que le Premier ministre nous a accordée le 6 août dernier, 6 août 2019, où nous sommes allés le rencontrer. Et il a été extrêmement ouvert à cette démarche. Et il a apprécié et il a donné une suite favorable en confiant le dossier à son ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le processus est en cours et nous sommes très optimistes quant au fait que très bientôt, ce dispositif-là va être opérationnel, système d'information foncière. Ça nous permettra donc de voir un peu plus clair dans la manière dont la gestion foncière se fait, de voir plus clair entre les différentes institutions, que ce soit au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministère de l'Économie et des Finances en ce qui concerne le cadastre, et qu'on sache telle propriété foncière appartient à qui, et que finalement ça nous aide à lutter contre la corruption, contre le blanchiment des capitaux, et aussi contre la fraude fiscale. Mais pour des textes prévus depuis 2015, si j'ai bonne mémoire, 2012, il y a problème quand même s'ils ne sont toujours pas appliqués. Oui, il y a quelque part manque de volonté politique. Oui, on peut le dire. Est-ce qu'il y a un guise sous roche? Est-ce qu'on nous cacherait des choses sur cette question foncière? Je pense qu'il y a un certain nombre de problématiques liées au manque de transparence, à la mauvaise gouvernance, au manque de redevabilité, qui ont accéléré l'histoire et qui ont permis que l'insurrection ait eu lieu, qu'au cours de la transition, il y ait eu d'énormes réformes qui soient mises en œuvre. Et donc, je crois que nous sommes dans une phase d'ouverture démocratique avec des possibilités énormes. Il faut que le citoyen s'approprie les différents instruments, les différents outils, les différents moyens à sa possession pour influencer davantage la manière dont les politiques publiques sont mises en œuvre. Et donc, vous avez raison, les choses n'ont pas bougé pendant longtemps, mais maintenant que nous avons la possibilité au sein de la CODEL de faire bouger les lignes, et surtout que je vous l'ai dit, le Premier ministre s'est montré ouvert à cette démarche, on espère que courant 2020, ce système d'information foncière pourra voir le jour. D'accord. Madame?
Vous voudriez bien ajouter quelque chose à ce qu'il a dit? Je pense que le chef de file a fait en tout cas le tour de la question. Donc nous avons en tout cas eu des échos favorables après notre audience avec le Premier ministre. Donc le groupe continue de suivre le dossier en espérant que dans les prochains mois, ça sera acté. D'accord. Alors nous allons évoluer à la thématique sécurité humaine. Nous allons voir si là-bas, est-ce que les lignes ont bougé en 2019? Madame Lougué. Oui, merci pour la parole. Bien sûr qu'au niveau de la thématique sécurité humaine, les lignes ont bougé. Nous, on est parti de la situation des personnes déplacées internes du fait du terrorisme et ce qui a causé un afflux massif de déplacés au niveau du Burkina. Et là, nous avons, à travers ce groupe de plaidoyer sécurité humaine, qui est constitué de l'association SEMFILM, qui est le chef de file, le centre de presse Norbert Zongo, le WANEP, le RAPED et aussi le réseau Afrique Jeunesse. Nous avons décidé de lancer une action qui s'appelle l'action humanitaire citoyenne Faisons un geste, parce qu'on s'est dit qu'en tant que citoyen aussi, il fallait que nous aussi nous apportons notre contribution à ces personnes-là, à ces compatriotes qui sont éprouvés aujourd'hui. Et l'objectif de cette action Faisons un geste, c'était d'abord de pouvoir mobiliser une conscience citoyenne afin de faire en sorte que le citoyen soit le premier acteur de l'humanitaire. Il fallait aussi qu'on puisse mettre sur l'agenda politique du gouvernement, la situation des personnes déplacées internes. Et enfin, on voulait apporter une contribution concrète en termes de besoins essentiels suite aux appels incessants des personnes déplacées internes que nous recensions. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé une action pour 3 mois qui partait du mois d'août à octobre, qui devait se clôturer au bout des 3 mois. Et là, nous avons pu adresser des messages précis, des appels à l'endroit des gouvernants à faire plus et mieux. On a estimé que le gouvernement, par exemple, faisait quelque chose à l'endroit des personnes déplacées internes, sauf que ce n'était pas suffisant au constat du besoin qu'il y avait sur le terrain. Ça, c'est le constat qui a été fait? Oui, c'est le constat qui a été fait. Parce qu'avant de lancer cette action, nous avons fait une sortie de terrain. Nous avons pris la zone de la région du centre-nord comme une des régions très éprouvées par cette situation. Oui, donc nous sommes allés à Kaya, nous sommes allés à Barsalogo, nous avons rencontré les élus locaux, nous avons rencontré la population, les personnes déplacées internes, nous avons rencontré aussi les services de l'action sociale qui nous ont même guidés sur le terrain pour faire le point. Et c'est là que nous sommes revenus faire un appel à faire plus et mieux. Et cet appel était à l'endroit de plusieurs membres du gouvernement, à l'endroit des élus locaux également, à l'endroit des citoyens. Et nous avons aussi lancé une collecte. Et cette collecte-là, c'était aussi bien, nous attendions aussi bien des dons en nature que des dons en espèces pour pouvoir venir en aide à ces personnes déplacées internes. Et depuis que nous avons lancé la collecte, c'est l'occasion aussi que nous allons saisir pour remercier les Burkinabés et même ceux qui sont au-delà de nos frontières qui ont pu contribuer. Il y a eu des dons en nature, il y a eu des dons en espèces, parce qu'il y avait une collecte en ligne aussi que nous faisions et les collectes sur place étaient au siège des membres de l'action. Il faudrait aussi que je révèle qu'il y a d'autres structures qui n'étaient pas membres de la CODEL ou qui n'étaient pas membres du groupe de plaidoyer sécurité humaine qui se sont joints à l'action parce qu'ils ont trouvé que c'était noble. Il y a des personnes qui collectaient directement au niveau du service, il y a des étudiants aussi qui collectaient au niveau de leur établissement, ou il y a des personnes aussi qui ont estimé qu'ils avaient quelque chose à donner d'un point de vue individuel qui venaient reverser. Donc ça, c'est des résultats que nous avons pu obtenir et nous avons fait à ce jour 3 dons. Le premier don, c'était à Barsalogo. Le deuxième don, c'était à Waïbia. Le troisième don, c'est à Kongossi. Et nous attendions de pouvoir débloquer les fonds qu'il y avait au niveau de la collecte en ligne, sur un site en ligne où nous avions lancé la collecte. Et là, nous prévoyons 3 à 5 dons pour pouvoir boucler cette action. Mais au cours de l'action aussi, nous faisions régulièrement le point que nous publions sur Internet. Nous avons une page aussi sur les réseaux sociaux où nous publions régulièrement le point de la collecte et ce qu'on a fait. Voilà. La collecte est toujours en cours, hein?
Bon, officiellement, la collecte est bouclée, mais il y a des personnes qui sont toujours volontaires à apporter ce qu'ils ont aux personnes déplacées. Même hier encore, on a reçu des dons. Il y a des personnes qui continuent de contribuer. Et puisque nous n'avons pas fait les derniers dons, nous continuons de recevoir afin de pouvoir les acheminer auprès des personnes déplacées internes. Et aussi, le point que nous avions fait lors de nos sorties, tout est répertorié, aussi bien à l'écrit qu'au niveau de l'audiovisuel. Nous produisons des reportages aussi qui ont été distribués à travers des clés USB aux personnes que nous avions ciblées au niveau de notre appel. Voilà. Alors voici ce qui était de la sécurité humaine. Oui. Nous allons donner la parole à Madame Mariam Leoun à présent pour qu'elle nous parle des questions de transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales dans le domaine de la santé. Madame, est-ce que les lignes ont bougé à votre niveau? Bon, les lignes ont bougé, on verra bien quand je vais finir d'exposer. Bon, disons que si on rappelle, le Code général des collectivités territoriales prévoit 11 domaines de transfert de compétences et de ressources, dont la santé, l'éducation de base, etc. Mais nous, nous sommes intéressés à la santé. D'accord. Donc, on va spécifiquement parler de la santé. Il s'agit de quoi, effectivement? Depuis 2009, il y a un décret de 1908 au niveau des transferts de compétences et de ressources, dans son article 18, qui dit que les budgets des CSPS et des CM transférés au niveau des communes, puisque depuis 2006, nous avons la décentralisation intégrale. Oui. Donc, ces budgets doivent faire l'objet de budgets annexes qui doivent être approuvés par la tutelle. Et ce décret a été, il a été repris en 2014 par l'article 25 du décret donc 2014-934 portant transfert des compétences et des ressources. C'est exactement le même contenu. Les circulaires budgétaires, depuis 2016, reprennent le même principe. C'est-à-dire les budgets annexes doivent être joints au budget principal des communes et doivent être adoptés au cours de la session budgétaire. Ça, c'est ce que les textes disent. C'est ce que les textes disent. Mais nous, sur le terrain, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, ce n'est pas du tout appliqué. Et c'est pour ça que nous avons décidé de mener un plaidoyer. Le plaidoyer s'est passé en 2 étapes. Premièrement, on était seuls, c'était donc mon organisation. C'est pour ça que nous sommes chefs de file. Nous sommes donc composés de AMR, Association Monde Rural, donc le RAPED, dont on a parlé tout de suite, et puis le RAPED et puis l'ADEP, Association d'appui et d'éveil Puksada. Voilà les 4 organisations qui constituent le groupe santé. Et le GRDS est le chef de file. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'avec la CODEL, qui permet la synergie d'action, c'était peut-être mieux que le plaidoyer soit porté par ce groupe, plutôt qu'une seule organisation. Oui, mais madame, certainement que ce manque de respect des textes a des conséquences graves sur le système sanitaire au niveau déconcentré. En fait, on revient à la transparence, tout simplement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau des COGES, on a dit qu'il y a des COGES, c'était donc pour permettre. C'est depuis l'initiative de Bamako, en 2013. C'est quoi les COGES? Les COGES, le comité de gestion. Gestion, oui. On peut ajouter santé. Ça fera 2 S. D'accord. Voilà. Donc depuis l'initiative de Bamako en 2013, il a été dit que les populations doivent participer à la gestion de certains services qui sont transférés au niveau local. C'est le cas donc des COGES santé, c'est également le cas des COGES éducation, parce qu'il y en a aussi. Et je pense que ce serait bon qu'une fois qu'on aura résolu le problème des COGES santé, qu'on voit un peu aussi le problème des associations des parents d'élèves. Parce qu'également là-bas, il y a des problèmes. Des problèmes. Voilà.
Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas appliqué. Donc, en fait, il y a un manque de transparence. Parce que les budgets doivent être approuvés par le conseil municipal. Mais c'est les COJES qui gèrent. Mais quand on est sur le terrain, en réalité, ce n'est pas les COJES, c'est le responsable de la santé qui gère. Et la commune n'a pas un œil sur cette gestion. Donc, ça fait craindre une gestion opaque, une malversation. Exactement. C'est pour ça qu'il faut mener un plaidoyer où on rectifie le tir, c'est-à-dire les COJES ne gèrent plus, ils surveillent et ils font leur travail de surveillance. Mais quand on dit que les COJES gèrent et qu'en fait ils ne gèrent pas, il y a un problème. Dans votre dynamique de plaidoyer, est-ce que vous avez déjà rencontré des autorités en charge de ces questions? On a rencontré, puisque je vous dis que ça s'est passé en 2 phases. La première phase, nous avons rencontré le ministre de la Santé, le service des finances qui s'occupe des collectivités territoriales. Nous avons rencontré le ministère des Finances. Il nous a été dit que les budgets des COJES, il n'y a pas de nomenclature, donc c'est difficile et tout. Et on ne peut pas mettre un budget annexe à un budget principal si le budget annexe ne répond pas aux mêmes normes que le budget principal. Et c'est ce que... Bon, je pense qu'au niveau de la deuxième phase, avec la CODEL, nous avons rencontré le service, le maire de la commune de Ouagadougou, qui est le président de l'association des maires du Burkina Faso. Et vraiment, nous pouvons remercier le maire parce qu'il nous a reçus vraiment de cœur ouvert et nous a soulevé les problématiques à ce niveau. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit qu'il y avait 2 niveaux qu'il fallait considérer. Premièrement, le cas des COJES, c'est un problème qui est même presque un problème qui soulève la cohésion sociale parce que c'est sensible. C'est un peu comme les APE. Le même terme. Vous avez des parents d'élèves qui sont à la retraite, mais qui sont toujours présidents d'APE. C'est un problème. S'il n'y avait pas d'intérêt, ils ne seraient pas là. Ça, c'est suffisamment grave. Voilà. Donc, c'est un peu les COJES aussi séparés. On dit que la société civile est là et regarde, mais en réalité, c'est le responsable de la santé qui gère. Et le maire n'a pas un pouvoir d'avoir un œil là-dessus. Et ça, c'est difficile. Parce qu'il relève d'une hiérarchie qui est la santé. Alors que c'est un service transféré. Vous voyez? Donc, en fait, le maire doit avoir son œil sur ce qui se passe. D'autant plus que la mairie également reçoit des subventions pour la santé. Et vous savez que les 2 problématiques les plus sensibles au niveau de notre pays, c'est la santé et c'est l'éducation. Voilà. Donc, le deuxième sujet soulevé, c'était les problèmes des budgets annexes. Annexes, d'accord. Le budget annexe doit répondre à certaines normes. Donc, le maire nous a proposé, en ce qui concerne les COJES, il faut faire un plaidoyer auprès de l'État pour qu'on relise les textes. Il faut revoir les textes. Que les COJES soient des services de surveillance, des structures de surveillance, mais pas des structures de gestion. Ça, c'est la ligne majeure que le maire nous a dit. Ensuite, en ce qui concerne les budgets annexes, il manque des techniciens. Il faut affecter des techniciens au niveau des structures de santé pour qu'ils puissent configurer les budgets annexes comme le budget principal pour qu'on puisse les examiner. Voilà les points majeurs. Maintenant, nous avons écrit au maire, président de l'association des maires du Burkina Faso. Je pense que là, la CODEL va répondre. Nous avons nous sommes en train de demander une audience au ministre de l'administration territoriale parce qu'il faut qu'il respecte, puisque la circulaire budgétaire au niveau des ministères des Finances pose le même principe. Donc, il faut qu'on aille vérifier pour voir si au moins on examine vraiment les budgets avec des budgets annexes. Si ce n'est pas le cas, c'est que le ministère de l'administration territoriale, qui est le ministère de tutelle, ne respecte pas les textes. Madame Zanga, est-ce qu'il y a eu des réponses favorables à toutes ces requêtes qui ont été déposées? Disons que c'est un travail en cours qui est toujours en train d'être fait, mais pas jusqu'à présent.
Donc après la première rencontre qu'on a eue avec monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, nous avons rencontré d'autres techniciens, des services techniques au niveau de la mairie. Nous avons souhaité avoir une autre rencontre avec monsieur le maire, disons, parce qu'on voulait que la question soit inscrite lors de la session des maires. Mme Léoune pourra revenir sur ça. Mais on n'a pas encore pu le rencontrer. Donc disons que c'est un problème important, assez majeur, sur lequel, comme elle disait, le GEDES a travaillé dessus pendant longtemps déjà. Et maintenant, dans le cadre du groupe de plaidoyer, on revient sur le sujet. C'est un sujet le plaidoyer qui dure, mais c'est un sujet crucial en termes de transparence de la gestion de nos CSPS. Si vous savez qu'il y a des budgets qui sont affectés, il y a des COGES qui brassent des millions, mais qui sont gérés à l'insu des conseils municipaux, les exécutifs communaux, alors que c'est eux qui doivent, c'est un service transféré. Mais c'est un sujet sensible aussi, comme elle a dit, qu'il faut aller aussi avec un peu de réserve, avec beaucoup de prudence. D'accord. L'éternelle question donc de la transparence qui revient à chaque fois. Le manque de transparence également, on en parle dans le secteur minier. On parle de refus de paiement des taxes, de suspicion de fraude. Rachida, qu'est-ce que vous avez constaté cette année dans ce secteur? Bon, merci. Il faut dire que le groupe de plaidoyer questions minières, lorsqu'on s'est retrouvé pour la première fois pour discuter du sujet sur lequel allait porter notre plaidoyer, il y avait beaucoup de problèmes qui étaient posés sur la table, notamment le Fonds minier de développement local. Il y avait la question de l'orpaillage, le travail des enfants sur les sites d'orpaillage. Et également, il y avait le sujet du fonds de réhabilitation et de fermeture des sites miniers. Voilà. Et on a remarqué que sur le Fonds minier de développement local, il y avait déjà plusieurs organisations de la société civile qui avaient déjà réussi à faire le plaidoyer pour que ce fonds-là soit opérationnel. Donc, nous nous sommes dit que ça allait être plus judicieux d'aller sur le fonds de réhabilitation, qui est déjà un fonds qui est, je ne dirais pas méconnu, mais qui n'a pas encore fait l'objet de beaucoup de plaidoyers auprès des organisations de la société civile. Donc, le groupe qui est composé du réseau Afrique Jeunesse, qui est le lead, du GEDES, du WANEP et puis de AMR plutôt, voilà. Nous avons décidé de faire le plaidoyer pour l'application effective du fonds de réhabilitation et de fermeture des sites miniers. Nous avons commencé à faire la collecte des données et bon, pour des questions de contraintes liées au temps et aux ressources, nous avons décidé de circonscrire notre plaidoyer sur la réhabilitation de Kalsaka. Voilà. Kalsaka, c'est un cas malheureux d'un site minier qui a été fermé, qui a commencé l'exploitation en 2008 et qui a fermé ses portes en 2013. Et depuis lors, le site est abandonné. Et voilà. C'est vraiment, en termes d'exemple de mal-gouvernance sur le plan environnemental, on peut dire que Kalsaka est un exemple. Donc, nous avons décidé de faire le plaidoyer sur la réhabilitation de Kalsaka. Et bon, étant donné que c'est un sujet qui est assez délicat et que, réunis au sein du groupe, nous ne sommes pas des experts dans le domaine, on a décidé d'axer vraiment, d'abord de prendre le temps de faire la collecte de données pour savoir ce qui se passait réellement, pour avoir les contours un peu de voilà, ce qu'il y a dans les textes et tout ça, pourquoi ça traîne, pourquoi est-ce que en partant, la société minière n'a pas pris le soin de réhabiliter le site. Et c'est dans ces recherches-là que nous avons appris qu'il y a une nouvelle société qui a racheté la mine. Voilà, qui a racheté la mine. Et disons que la mine déjà est restée abandonnée parce qu'il y avait un vide juridique. Pendant des années. Voilà, pendant des années, parce qu'il y avait un vide juridique. Et dans nos recherches, nous avons appris que la société Kalsaka Mining qui exploitait le site avait, disons, cotisé, puisqu'il y a un fonds de réhabilitation qui était prévu. Les sociétés minières en exploitation doivent cotiser au titre du fonds de réhabilitation pour qu'à la fermeture, le site puisse être réhabilité et voilà, de nouveau cultivable par les communautés. Et nous avons appris que la société a cotisé au titre du fonds de réhabilitation et l'argent qui était logé dans un compte à la BCAO
Mais en fait, il y a 2 ministères qui se discutaient un peu la paternité, si je peux dire, entre guillemets. Voilà, et le ministère des Mines. Et il y a un comité de gestion du fonds de réhabilitation de la mine de Kalsaka qui a été mis en place. Et le ministère de l'Environnement réclame la présidence de ce comité-là. Et le ministère des Mines qui dit que le ministère de l'Environnement doit intervenir rien que pour voir si les normes environnementales ont été respectées et que la réhabilitation faisait partie intégrante du projet minier, c'est-à-dire l'exploration, la construction et l'exploitation et la réhabilitation. Donc, c'était au ministère des Mines de réhabiliter et au ministère de l'Environnement de superviser. Et qu'en prenant la présidence de ce comité de gestion-là, c'est comme si le ministère de l'Environnement était en même temps juge et partie. Voilà, c'était un peu la guéguerre. Et en début décembre, nous avons effectué une visite sur le site de Kalsaka pour un peu recueillir les avis des communautés et du premier responsable de la commune. Et dans les échanges, le maire a également fait cas de ce comité dont j'ai parlé. Tout à l'heure. Et voilà, il a parlé du comité et il a dit qu'un comité qui est censé gérer les fonds alloués à la réhabilitation de Kalsaka ne peut pas fonctionner sans un représentant de Kalsaka. Il a dit en tant que maire, et les communautés qui étaient impactées n'étaient pas impliquées, et ils n'étaient pas représentés au sein du comité. Et voilà, que ça allait être difficile que ce comité-là fonctionne sans eux. Donc voilà, c'est un peu... Donc l'argent est disponible, mais on ne sait pas qui doit gérer. Qui doit gérer, voilà. C'est le façon. Ça, c'est un problème. Peut-être qu'elle pourrait revenir sur ce que les populations ont eu à dire au groupe de plaidoyer en termes de regrets qu'ils ont après la fermeture de la mine et le traitement qu'ils ont eu. Voilà. Il faut dire que quand la mine est arrivée, elle a mis en place un comité qui est censé être l'interface entre les communautés et la mine. Et voilà. Et au départ de la mine, lors de notre visite, le dit comité était représenté. Et voilà, ils nous ont affirmé qu'ils n'étaient même pas au courant du départ de la mine. Ça veut dire que lorsqu'il y avait des rencontres, des informations, la mine leur donnait. Mais ils ne savaient franchement pas que la mine s'apprêtait à fermer les portes. Ils l'ont su en même temps que tout le monde, en tant que représentant ou interface entre la mine et les communautés. Et également, lors de l'exploitation à Kalsaka, il y avait beaucoup de sociétés. C'est comme si la mine faisait de la sous-traitance. Et il y a des sociétés qui avaient des contentieux avec les communautés, notamment sur les questions de dédommagement. Et ces sociétés-là sont parties et ont laissé leur passif à Kalsaka, qui à son tour également est parti sans informer les communautés. Donc nous avons trouvé vraiment sur le terrain des populations qui étaient déçues parce que la mine est arrivée, la vie est devenue chère et voilà. Alors qu'en retour, ils n'ont pas eu c'est comme si ça ne leur avait pas profité. Voilà. Et pour revenir à la réhabilitation, nous pouvons dire que la nouvelle société qui a racheté Kalsaka, voilà. Au début, nous avions une cible à qui allait s'adresser le plaidoyer. Maintenant, c'était principalement les autorités locales. Voilà, les autorités. Et maintenant qu'il y a une société qui est là, il faut également que le plaidoyer aille à son niveau. Et notre visite a été vraiment bénéfique parce que nous avons eu le soutien du maire. Lui également, il a dit qu'il a tapé à toutes les portes. Il y a le ministre même de l'Environnement qui est venu sur les lieux. Il a promis, il a fait des promesses. Jusque-là, il n'a pas eu de réponse. Souvent, il va à l'endroit quand on lui dit qu'il y a telle personne qui peut l'aider, quand il va, il expose son problème. On dit, voilà, nous allons y revenir, mais jusque-là, rien. Également, il a parlé de la dégradation de l'environnement. La dégradation de l'environnement, le fait qu'il y a des espèces plutôt
animales qui ont disparu dans la commune, l'eau. En 2018, il a fait analyser 3 forages. Sur les 3 forages, il y a 2 qui étaient contaminés au cyanure et au fer. Donc, il y a un problème d'eau potable dans la localité. Également, c'est la survie des communautés, voilà, des communautés qui est menacée. Exactement. Et également, ceux qui ont donné leur espace cultivable à la mine. La mine est partie, elle n'a pas réhabilité, elle ne leur a pas donné leur argent. Et ceux qui avaient toujours leur terre, les propriétaires terriens vont vers ces gens-là pour demander des terres cultivables, ces derniers leur disent qu'ils ont vendu leur champ aux Blancs. Alors que bon, ils ont vendu, mais en réalité, ça ne leur a pas profité. Oui. Voilà. C'est un sujet vraiment complexe. Et nous avons demandé une audience auprès du président de l'Assemblée nationale en octobre. L'audience a été accordée et à la dernière minute, il nous a dit qu'il n'était pas disponible. Donc, bon, nous sommes en train de, avec la nouvelle que nous avons eue du rachat, de réorienter le plaidoyer afin de repartir pour le voir. Madame Zanré, ça c'est un véritable problème. Ça va au-delà des questions minières. C'est carrément la survie des communautés qui est menacée. Tout à fait. C'est vraiment un problème crucial, comme tous les autres. Mais après la mission de Kalsaka, les gens étaient un peu démontés. Parce qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup d'interrogations qu'on se pose. Une mine qui est fermée depuis plus de 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des communautés qui souffrent. Rien, il y a des guéguerres entre ministères. Si le fonds n'était pas disponible, on peut encore faire la bagarre, la bataille pour avoir les fonds. Le fonds est disponible, on ne sait pas quel ministère doit le gérer. Exactement. Pendant ce temps, les populations sont dans des situations difficiles. Et ça pose encore même le problème de... On parle de Kalsaka parce qu'on a circoncis, comme Rachida le disait, pour des questions d'aide, pour être efficace et puis avoir des questions de... Voilà, et avoir l'effet... Voilà, c'est ça. Mais il y a d'autres mines qui sont au Burkina. On parle du boom minier, ça nous rapporte de l'argent. Mais après... Comment on se prépare à la fermeture de ces sites miniers? Est-ce que même il y a des compétences en ressources humaines au Burkina pour gérer ces questions de réhabilitation? Est-ce qu'on forme des gens à le faire? C'est ça, c'est vraiment un sujet. Mais comme elle le dit, nous n'avons pas eu l'audience avec les... C'était accordé, mais à la dernière minute, ça a été refusé. Mais on a un travail qu'on doit faire avec des sous-commissions au niveau de l'Assemblée qu'on va poursuivre, en espérant être entendu. D'accord, nous allons évoluer pour donner la parole à Siriki Naon de l'AGA qui va nous parler des questions institutionnelles. Qu'en est-il exactement, M. Naon? Merci bien. La camarade Racine a dit que la question minière est complexe. J'avais dit notre thématique est complexe, mais glissante aussi. Parce que c'est vrai, le groupe thématique questions institutionnelles, on est composé de 9 associations. On s'est réunis à plusieurs reprises pour aller dans un plaidoyer, il faut d'abord identifier les sujets sur lesquels il faut placer le plaidoyer. Après, il faut élaborer les messages sur lesquels vous allez faire le plaidoyer et identifier justement la cible, la personne ressource auprès de qui on doit faire ces plaidoyers. Donc, dans ce cas, nous avons choisi des thématiques au début. La première thématique, c'était on est parti sur le constat de la gestion de nos mairies après l'élection municipale de 2016. Après, il y a eu des reprises partielles en 2017. Mais malgré tout ça, il y a toujours des difficultés quand même au sein de certaines communes. Donc, c'est pour dire, nous, on s'est posé la question, est-ce que ces crises, la plupart de ces crises sont nées intra-partis politiques? Entre les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux du même parti politique. Généralement, la plupart des crises sont nées des mêmes partis, au sein des mêmes conseils des mêmes partis. Donc, on s'est dit, effectivement, si on revoyait un peu la manière dont nos maires sont élus, ça peut résoudre, et tant soit peu, ces difficultés. C'est pourquoi notre première thématique, c'était de faire le plaidoyer pour l'élection du maire au suffrage direct. Au lieu que le maire soit élu après par les conseillers, que le maire soit connu dès le début de la campagne pour dire que dans une commune, c'est moi, je vais être le maire, et il est élu directement par le citoyen. Vous pensez que ça peut résoudre le problème? Ça peut, à notre avis, c'est vrai, les politiques restent pour les politiques, mais nous pensons que ça peut
En tout cas, je vais dire quoi, amoindrir, assouplir un peu ces problèmes-là. Mais sinon, les politiques, il a tout son agenda que personne ne peut comprendre. Donc, et ça empiète sur le fonctionnement des conseils. Bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire aussi les maires sera élu aussi pas direct, mais il faut accompagner ça d'un certain mécanisme, telle sorte qu'on puisse, pas de destruction en cours de route, et que un parti qui n'est pas content de... Bon, en tout cas, limiter certains débats inutiles autour de son... il a dit quoi, de son élection. Nous pensons que ça peut... Maintenant, lorsque nous avons poussé ce sujet, avant même que nous sortons pour les plaidoyers, les politiciens se sont retrouvés à Kosiam pour dire, bon, on va faire une révision au minimum, et la question de l'élection du maire au suffrage direct sera réversée après l'adoption de la nouvelle constitution. Donc, du coup, bon, on s'est dit que cette thématique-là, on n'a pas abandonné, mais on a juste repoussé ça un peu en attendant que cette nouvelle constitution soit adoptée et reprendre ce bâton de plaidoyer-là. Parce que ces politiques, il peut dire un truc aujourd'hui, tant que vous ne le suivez pas, on finisse, il va où ça l'arrange. Donc, c'est pourquoi on est revenu sur notre deuxième thématique à laquelle nous avons pu faire quelques plaidoyers auprès de certaines autorités. C'est l'accès, faciliter l'accès aux jeunes de 18 à 22 ans au document fondamental de la carte d'identité nationale d'identité pour envie de se faire enrôler pour les élections à venir. Vous savez que le corps électoral a été convoqué du 1er janvier au 31 mars 2020 pour l'enrôlement biométrique au plan national qu'au niveau de la diaspora. Alors, dans le fichier actuel de la CENI, les jeunes de 18 à 22 ans ne figurent pas. Ça veut dire que vous prenez le fichier actuel actuellement, tous ces catégories de 30 d'âge-là ne figurent pas dans le fichier. Nous sommes quand même à quelques mois des élections générales. Oui. Bon, c'est pourquoi il dit, notre thème-là assez sensible et même très glissant. Parce que le politique, peut-être qu'à la fin, on va revenir sur certaines pratiques qui expliquent justement ce comportement. Allez-y, parce que le temps nous est compté. Nous n'avons qu'une heure, nous tirons déjà vers la fin de cette émission. Donc allez-y, M. Nao. Merci bien. Pour nous, c'est vrai, la CENI a fait un calendrier. Il dit, bon, à partir de telle date, on est capable d'ordonner les élections de 2020. Nous, on s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est les documents qui sont demandés pour se faire enrôler. Et le coût du document qu'il faut fournir pour se faire enrôler. On avait dit au début, seule la CNB pouvait servir en même temps de carte d'électeur. Je vous avais dit au début de mon propos, quand ils sont retrouvés à Kosiam, ils ont dit, bon, après discussion, on revient sur la carte d'électeur. Maintenant, pour se faire enrôler pour avoir la carte d'électeur, il faut des documents. Le passeport ordinaire ou la carte d'identité, la CNB. Alors, ces jeunes, ça veut dire que depuis 2015, il n'y a pas eu d'enrôlement. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas pu, les 18 à 22 ans, c'était des mineurs en son temps. Mais ils sont devenus des majeurs. Alors, 2500, vous vous rappelez, en 2012, la CNB a coûté 500 francs. Parce que les gens pensent toujours, c'est tout dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, qu'il y aura cette subvention. 2500, c'est bien. Mais pour les jeunes de 18 à 22 ans, nous pensons que c'est un document qui est quand même... c'est nécessaire, mais vous pensez qu'il faut subventionner? Il y a cette possibilité. Je pense que l'État a les moyens suffisants pour subventionner ces documents-là. Non, mais on vous dira que les défis actuels imposent qu'on... Regardez un peu comment ils sont en train de contourner. On voit des individus qui s'élèvent, ils vont dans tel programme, je subventionne 1004 à 500 francs. L'autre s'élève, il va dans tel truc, je subventionne 504 à 500 francs. Écoutez là. L'autorité de l'État doit s'affirmer. Parce que nous, lorsque moi je me lève, je vais dans ma province, je subventionne les cartes, c'est une sorte de fraude électorale qui se prépare. Il faut pas... Ça veut dire aujourd'hui, la fraude électorale n'est plus dans les urnes, mais ça se trouve dans la conception. Monsieur Nao, on peut aider ses parents à avoir une CNB à moindre coût. Justement, c'est pourquoi nous avons demandé à ce que tous ceux qui ont la bonne volonté là, pour donner ce truc, passer par l'ONI, qui est l'organe habilité à faire ce document, de façon neutre. Tout à fait. Voilà. Donc, dans cette démarche, on a pu rencontrer justement l'ONI avec toute son équipe. Mais encore faudrait-il que l'ONI dit clairement que ce coût de 2500 est trop. L'ONI n'a pas exprimé le besoin. Est-ce que les citoyens peuvent se lever comme ça et aller vers l'ONI? Parce que c'est aussi ça le problème. Justement, nous avons rencontré, nous sommes les hommes de terrain.
nous sommes sur le terrain, nous partons les difficultés de la population, de la jeunesse. Voilà. Nous avons pu rencontrer l'ONI avec toute son équipe, le DG, c'est l'occasion de lui dire encore merci pour sa disponibilité. Et lorsqu'il a partagé les difficultés que sa maison aussi rencontre, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Ils ont la volonté, même à 257, on initie l'accompagnement nécessaire, ils ont la possibilité de pouvoir délivrer ces documents-là à moins de coût. Mais malheureusement, l'institution ne fonctionne que sur ses propres fonds. Donc, elle n'a pas hésité à nous dire la vérité. Ce sera très difficile. Mais si les partenaires venaient à apporter un appui parallèle, effectivement, ça peut jouer aussi sur le coût de ces documents. D'accord. Quel autre point à retenir? Un autre document aussi, qu'on appelle pour l'enrôlement à l'extérieur. Oui. Parce qu'il faut prouver sa nationalité. C'est le certificat de nationalité. Là aussi, parce que pour pouvoir faire ce certificat de nationalité, il faut prouver qu'il est burkinabé, il faut avoir l'extrait de naissance. Là aussi, à ce niveau, nous avons à plusieurs reprises tenté de rencontrer le ministre en charge de ces documents-là, le Matede, le ministre d'État, Simon Oudago, il parle très bien. Simon Sawadro. Jusqu'à l'heure, nous avons reçu ni je n'ai pas le temps, ni j'ai accordé et reporté, c'est le silence total. Je pense que c'est l'occasion aussi. Mais ils vous diront que le code électoral a déjà fixé les choses. Il faut se plier au texte. Justement, sur ce code électoral-là, il faudrait qu'aussi on soit très clair dessus. Mais c'est déjà adopté. Non, je pense qu'il y a un projet en cours d'adoption. Il y a la révision minimale. C'est pourquoi il faut faire attention. La révision minimale ne va pas concerner la documentation. Ça a été dit après le dialogue politique. Voilà, ça ne va pas concerner la documentation. Mais nous disons que s'il y a toute cette bonne volonté, on a quand même un temps pour, en tout cas, délivrer ces documents-là aux citoyens burkinabés pour pouvoir se faire enrôler. D'accord. C'est ça. Maintenant, le problème qui se pose au niveau des comptes, vous avez évoqué le cas du code électoral. Vous voyez, c'est pourquoi il faut faire attention aux actions de ces politiques-là. Parce que vous avez visiblement un problème avec les politiques, monsieur Nao. Moi, je vis dans l'élection. Donc, je comprends un peu le mécanisme où on va là. Ce n'est pas bon. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que lorsque, par exemple, ils nous envoyaient le projet de la révision minimale, la secrétaire exécutive est là, nous avons été reçus au niveau de la CAGIDEAS à l'Assemblée nationale. Mais c'est dans cette rencontre à Kosiam qu'ils ont décidé le quota genre doit être pris en compte dans la révision minimale et justement aussi la révision des pièces et des lieux de vote à l'extérieur. Mais aujourd'hui, je vous informe que la CENI, à partir du 26, la CENI sort dans tous les pays éligibles pour faire enrôler nos compatriotes de l'extérieur. Oui, la campagne. Maintenant, or, ils disent que les rencontres à Kosiam, semble être au-dessus de la loi électorale qui est là. Et cette loi-là, le code électoral devait passer le 6 décembre à l'Assemblée nationale. C'est passé, après ils ont déclassé pour dire que non, le quota n'a pas été pris en compte. Or que c'est dans le même conseil ils ont pris la même décision contre pour le quota genre et pour les différents lieux de vote à l'extérieur. Maintenant, l'enrôlement va se faire comment? C'est là la question. Est-ce que la CENI va se baser seulement au niveau des consulats et ambassades à l'extérieur? Si c'est le cas, ça veut dire que si on fait l'enrôlement dans les consulats et ambassades, ça veut dire que le jour de l'élection, on vient dire qu'on appelle, on peut ériger des bureaux de vote au sein des consulats et des ambassades et tout autre lieu en accord avec le pays. Ça veut dire, vous voyez qu'il y a, on ne dit pas le nom, mais c'est une source de fraude parce que le citoyen n'a pas pu se faire enrôler en son temps au départ et c'est au jour de l'élection vous lui approchez le bureau de vote. C'est pour dire qu'en réalité, ils ont donné ça, ils sont avec la main droite, mais ils sont en train de récupérer avec la main gauche. C'est juste des formules pour... en tout cas, recaler le maximum. Ça n'a rien de sincère pour vous. Il n'y a rien de sincère. En réalité, le politique reste le politique. D'accord. Oui, je voulais dire quelque chose sur le groupe là. C'est vrai qu'il y a quelques incohérences, des choses vraiment qu'on ne comprend pas. Et comme Naon disait, quand on a été reçu à la KGDH dans le processus de révision à minima de ce cours-là, on a dit, vous vous êtes entendu en juillet lors du dialogue d'un certain nombre de dispositions sur le quota genre. Mais le code que vous présentez ne parle pas de ça. Comment on va faire? On ne comprend pas, mais on a relevé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 6 décembre, ça devait passer à l'Assemblée. En temps, on a appris que ça a été, le gouvernement a retiré le projet. Voilà. Donc c'est un pas, on ne comprend pas vraiment. Mais pour revenir au sujet du groupe, c'est vraiment important parce que l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est la participation électorale.
Naon le disait, sur le fichier électoral, les jeunes de 18-22 ans n'y sont pas. La CENI nous dit que sur son fichier électoral, il y a 5 millions de Burkinabés. Mais l'ONU nous dit que sur son fichier, les personnes qui ont l'âge de voter, qui ont des CNB actifs, sont à 8 millions. Donc il y a 3 millions qui ne sont pas sur le fichier, qui pourraient être sur le fichier. Donc faire participer le plus de gens dans le processus électoral, ça crédibilise le processus, ça légitime les autorités, ça légitime nos institutions. Donc c'est un de vos objectifs. C'est un de nos objectifs aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait le plaidoyer pour dire le coût est élevé. Si vous pouvez baisser le coût un peu pour que ces personnes qui peuvent avoir la volonté, mais qui peuvent faire face à des difficultés, puissent être, ou en tout cas un système de motivation pour qu'ils puissent s'intéresser au processus. Ça peut être difficile, mais c'était le sujet en tout cas. D'accord, madame. Alors, très rapidement, nous sommes presque en fin d'émission. Hein. En termes de perspective pour 2020, la CODEL en 2015, c'était un succès. On a rappelé en début d'émission, donc, le rôle ô combien important que vous avez joué dans l'apaisement de la situation, de sorte à ce que chaque parti puisse accepter les résultats des urnes. En 2020, la situation n'est pas forcément similaire, mais encore, il y a des craintes à ce niveau. Est-ce qu'il y a des projets prévus pour 2020? Ok, merci. 2020, en tout cas, la CODEL se prépare à jouer son rôle d'organisation de la société civile citoyenne qui fait de l'observation citoyenne des élections, donc de façon impartiale. Donc nous sommes en discussion avec les membres et puis avec les partenaires techniques et financiers. Je profite donc de saluer l'ONG Diaconia qui appuie la CODEL depuis quelques années déjà et aussi dans le cadre du programme Plésimètre qui nous permet de parler de groupes de plaidoyer. Donc nous sommes en discussion avec les partenaires pour reconduire l'initiative de 2015, même si ça ne va pas prendre la même ampleur, parce que forcément les enjeux ne sont pas les mêmes. Voilà, on venait de sortir d'une insurrection. C'est ça, les enjeux ne sont pas les mêmes, tous les acteurs ne sont pas prêts à débourser les mêmes montants forcément, mais la CODEL en tout cas fera son mieux pour déployer des observateurs là où c'est possible de le faire, là où l'élection se tiendra. L'enjeu important, comme vous le savez, c'est la situation sécuritaire qui est préoccupante. Le président du Faso disait le 11 décembre au soir que sauf cataclysme, il y aura des élections. Vous y croyez? Moi, je pense qu'il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille, malgré la situation difficile, parce que sinon, on nous aura touché quelque part. On nous aura touché au point qu'on ne peut même pas faire fonctionner nos institutions. Voilà, donc je pense que c'est important, il faut qu'il y ait, que tous les acteurs, qu'on soit dans cette dynamique-là d'y aller. Donc, la question, c'est si les élections se tiendront, est-ce que ça se tiendra sur tous les territoires nationaux? Mais je pense que c'est une appréciation qui se fera au fur et à mesure que la situation évolue aussi. Ce qui nous donne comme indicateur actuellement, en tout cas que j'ai beaucoup aimé, c'est le recensement général de la population que l'INST a fait. J'ai un peu suivi pour voir où est-ce qu'ils n'ont pas pu aller, pour qu'on ait une idée actuellement. Et j'ai écouté dans un média au cours de la semaine où ils disent qu'ils ont pu. Il y a 312 communes qui étaient accessibles pour eux. Il y a 47 communes qui étaient partiellement accessibles. Et il y a 9 communes qui n'étaient pas du tout accessibles. Donc ils ont dû trouver d'autres systèmes pour pouvoir recenser les populations. Mais déjà, ça donne une idée sur ce qui se prépare. Donc la CODEL aussi met les petits plats dans les grands pour pouvoir... D'accord. Je pense que nous sommes à fin d'émission. Je rappelle qu'à ma droite, il y avait Souleymane Ouedraogo du Balai citoyen. À la CODEL, il représente le groupe Transparence et Redevabilité. En face de M. Ouedraogo, il y avait donc Mme Lydie Zanga, secrétaire exécutive de la CODEL. À l'extrême droite, on avait Mounira Lougué du SEMFILM. Elle nous a parlé de la thématique liée à la sécurité humaine. Face à Mme Lougué, nous avons Mme Mariam Leoun du GERDES Burkina. Elle s'est intéressée au transfert des compétences et des ressources aux communes dans le domaine de la santé. Au milieu, il y avait Rachida Sambaré du réseau Afrique Jeunesse qui a représenté le groupe en charge des questions minières. En face d'elle, il y avait Siriki Naon de l'AGA. Il nous a parlé des questions institutionnelles là. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. À bientôt pour d'autres émissions.